Je savais que quelque chose avait changé au moment où mon fils n'a pas tiré ma chaise. C'était une petite chose, une chose sans importance, diraient la plupart des gens. Mais en 67 ans de vie, j'ai appris que les petites choses sont rarement petites. Elles sont la première phrase d'une histoire plus longue que quelqu'un a déjà décidé de raconter sans votre permission. La table de Thanksgiving était magnifique. J'accorderai au moins cela à ma belle-fille. Elle avait ce genre de sens de l'arrangement qui transforme une salle à manger en scène. Des bougies blanches en groupe de 3, des dahlias oranges du marché fermier, des serviettes en tissu pliées en des formes que je ne pouvais pas nommer. La dinde trônait au centre comme une pièce maîtresse en soi. Dorée et parfaite, déjà découpée avant mon arrivée pour que la présentation ne soit pas perturbée. Tout ressemblait à une photographie. Rien ne ressemblait à un foyer. Il y avait 11 personnes à table. Mon fils et ma belle-fille étaient assis aux deux extrémités, comme le font les personnes mariées lorsqu'elles veulent que la pièce ressemble à leur royaume. Leurs 2 amis d'université et leurs conjoints remplissaient le milieu des 2 côtés. Ma petite fille Emma était assise près de la fenêtre, et moi j'étais assise dans le coin le plus proche de la cuisine, entre un homme que je n'avais jamais rencontré et une chaise vide sur laquelle le manteau de quelqu'un avait été drapé. Mon fils Michael n'a pas tiré ma chaise. Il riait à quelque chose que son ami avait dit, sa main autour d'un verre de vin qui coûtait probablement plus cher que ma facture d'électricité. Il riait facilement ces jours-ci, librement, comme les gens rient quand ils se sont convaincus que tout ce qui les entoure est acquis et que rien n'est dû. J'ai tiré ma propre chaise et je me suis assise. Ma belle-fille Brenda se déplaçait dans la pièce avec une carafe d'eau, remplissant les verres avec une efficacité qui ressemblait à de la chaleur jusqu'à ce que l'on remarque le verre qu'elle sautait. Le mien est resté vide jusqu'à ce qu'Emma tende la main à travers la table et le remplisse elle-même, discrètement, comme le font les enfants lorsqu'ils ont été témoins de suffisamment d'insouciance adulte pour commencer à compenser. La nourriture a été passée autour de la table dans une direction qui a fait un cercle complet avant de m'atteindre. Au moment où la casserole de patates douces est arrivée à mon extrémité, une cuillerée généreuse de reste était pressée sur le côté du plat comme une pensée après coup. Les haricots verts étaient surtout des tiges. Les petits pains avaient disparu. Quelqu'un a ri à propos des glucides, et personne n'a proposé de vérifier dans la cuisine s'il y en avait d'autres. J'ai mangé ce qui était devant moi sans me plaindre. En 67 ans, j'avais survécu à des repas plus difficiles avec plus de grâce que celui-ci ne l'exigeait, mais ce n'était pas la nourriture. C'était la conversation à laquelle je n'étais pas invité. Les plans discutés ouvertement à cette table, la nouvelle maison au bord du lac qu'ils envisageaient dans la région des collines, le voyage de ski qu'ils avaient presque réservé, Michael mentionnant nonchalamment que la rénovation qu'ils avaient reportée pourrait enfin avoir lieu au printemps. Son ami a posé des questions sur le budget et Michael a dit, avec un petit haussement d'épaules satisfait, que les choses s'étaient arrangées. Je savais ce que ce haussement d'épaules signifiait. J'étais ce qui s'était arrangé. Emma m'a regardé de l'autre côté de la table avec cette expression particulière qu'elle n'avait héritée de personne de sa famille proche, un regard lucide, légèrement inquiet, qui lui appartenait entièrement. Elle a murmuré quelque chose avec les lèvres. Je ne pouvais pas le lire. Je lui ai souri parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Lorsque le dessert est arrivé, Brenda a apporté 2 tartes de la cuisine, une aux noix de pécan et une à la citrouille, et les a posées au centre de la table avec un petit couteau à dessert et une pile d'assiettes. Elle a servi tout le monde avant de s'asseoir. Mon assiette est arrivée en dernier, glissée vers moi depuis 2 chaises plus loin, une fine tranche de citrouille, sans crème fouettée. La croûte s'était légèrement émiettée sur un bord à cause du voyage le long de la table. Joyeux Thanksgiving, ai-je pensé. Joyeux Thanksgiving en effet. Après le repas, après que la conversation se soit éteinte en tasse de café et en compliments éparpillés sur la nourriture, Michael m'a raccompagné à la porte avec l'énergie d'un homme qui avait autre chose à faire dans sa propre maison. Il m'a tapoté le bras une fois, comme on tapote un chien après une promenade. Conduis prudemment, maman, a-t-il dit. Les routes pourraient être glissantes ce soir. J'ai rentré chez moi à travers les rues plates de Houston, la radio éteinte. Les lumières de la ville s'estompaient doucement dans la bruine de novembre, et j'ai gardé les 2 mains sur le volant comme Charles me l'avait toujours rappelé sur les routes mouillées. Charles était parti depuis 8 ans. 8 ans à apprendre à tenir le volant seul. Au moment où je me suis garé dans mon allée, ma maison ressemblait à ce qu'elle avait toujours été, façade en briques, magnolia dans le jardin, la lumière du porche que je n'avais jamais appris à ne pas laisser allumer. À l'intérieur, j'ai posé mon sac à main sur le comptoir de la cuisine et je suis resté très immobile dans le silence pendant longtemps.
Puis je suis allé à mon bureau. C'était une petite pièce au bout du couloir, la même pièce où je faisais mes graphiques quand je travaillais encore de nuit comme infirmière-chef. Le bureau était vieux, en chêne massif, le genre qu'on ne fabrique plus, et le tiroir central contenait le dossier que j'avais tenu à jour ces dernières années. Non pas par inquiétude, exactement, mais par habitude. Les infirmières documentent tout. C'est ainsi que l'on protège les gens quand on n'est pas dans la pièce. J'ai ouvert le dossier et je l'ai lu comme je ne m'étais pas permis de le faire depuis longtemps. Les chiffres étaient patients et honnêtes d'une manière que mon fils et ma belle-fille n'avaient jamais été. 42 000 $ pour la compte de leur première maison à Katy. 11 mois d'aide hypothécaire lorsque l'entreprise de Michael a réduit ses effectifs et qu'il était trop fier pour chercher un autre emploi assez rapidement. La voiture de Brenda parce que la sienne était tombée en panne et qu'elle ne pouvait pas, a-t-elle dit, possiblement gérer sans transport. Et ils avaient eu besoin de mon aide juste cette fois. Les frais de scolarité de l'école privée d'Emma pendant 3 ans consécutifs parce que l'école publique de leur district n'était pas assez bonne pour une enfant dont la grand-mère avait travaillé en doubles équipes pendant des décennies pour construire quelque chose qui valait la peine d'être laissé derrière elle. J'avais donné volontiers. C'est la partie que personne en dehors de la pièce ne comprend jamais à propos de ces situations. Personne n'a tenu d'armes. Personne n'a exigé. Ils avaient simplement besoin, et j'ai fourni, et le besoin n'a jamais cessé. Et je n'ai pas arrêté de croire qu'un jour le besoin deviendrait gratitude. Cela ne s'est pas produit. Cela est devenu une attente, et l'attente, une fois qu'elle s'installe dans un foyer, est presque impossible à déloger sans briser quelque chose. Près du fond du dossier se trouvait une enveloppe que j'avais placée là 3 semaines plus tôt et que je n'avais pas ouverte depuis. Elle était arrivée dans une pile de courriers qui n'aurait dû être adressée qu'à moi. Mon nom figurait à l'extérieur, mais la ligne de l'expéditeur indiquait une société de conseil financier que je ne reconnaissais pas. À l'intérieur se trouvait un document préliminaire, un formulaire que je connaissais de mes années dans l'administration des soins de santé, non pas personnellement, mais professionnellement. Le langage était suffisamment familier pour serrer quelque chose dans ma poitrine. C'était une demande d'information pour une procuration exploratoire, l'appelait la lettre d'accompagnement, une première étape dans la consolidation de la gestion des actifs pour les membres de la famille âgée qui pourraient bénéficier d'une supervision financière assistée. Mon fils avait demandé des informations sur la prise de contrôle de mes finances sans me le dire, sans me le demander, sans une seule conversation à une table de Thanksgiving ou à toute autre table. J'ai posé le papier sur le bureau et j'ai regardé le magnolia à travers la fenêtre sombre pendant longtemps. Je n'étais pas en colère. Cela m'a surprise. Ce que je ressentais était quelque chose de plus froid et de plus utile que la colère. C'était de la clarté, le genre qui arrive après qu'une longue confusion se soit dissipée, non pas avec soulagement, mais avec l'épuisement régulier de quelqu'un qui a enfin cessé de faire semblant. J'ai fermé le dossier. Le loquet a cliqué dans le silence. À 4 heures du matin, j'étais réveillé sans avoir vraiment dormi. Je suis resté allongé dans le noir, écoutant la maison s'installer et respirer, comme le font les vieilles maisons, comme le font les vieilles femmes. Puis je me suis levé, je me suis habillé avec soin, et j'ai fait du café dans la cuisine, la tasse que Charles m'avait donnée pour notre 35e anniversaire, en céramique avec un petit éclat sur l'anse que j'avais refusé de jeter depuis 11 ans maintenant. Je me suis assise à table avec le café et mon dossier, et j'ai pensé à chaque décision que j'avais prise librement et à chaque décision que j'avais prise parce que personne ne m'avait laissé d'autre option. Après 1 heure de cela, je savais ce qui devait être fait. L'aube était grise et humide quand je suis allé à la banque. Houston, fin novembre, a une façon d'être froide sans s'y engager, un froid sans conviction qui ne devient jamais tout à fait l'hiver. Je suis resté assise sur le parking jusqu'à l'arrivée de la directrice de l'agence, les regarder déverrouiller la porte de l'intérieur et retourner le panneau sans me voir. Puis je suis entré. Son nom était Patricia. J'avais travaillé avec elle sur une affaire de fiducie une fois, 2 ans après la mort de Charles, quand j'essayais de comprendre tout ce qu'il avait laissé. Elle était efficace et directe, et elle ne m'a jamais regardé de la manière dont certaines personnes dans les institutions financières regardent les femmes de mon âge, comme si elles attendaient que la confusion arrive. Elle m'a versé du café, et j'ai posé le dossier sur son bureau, et je lui ai dit ce dont j'avais besoin. Les virements automatiques qui étaient acheminés chaque mois vers le compte familial de Michael, je voulais qu'ils soient arrêtés, tous. Les cartes de crédit sur mon compte qui portaient son nom et celui de Brenda en tant qu'utilisateurs autorisés, je voulais qu'elles soient retirées. Le compte de placement que je détenais conjointement avec mon fils,
un arrangement que j'avais accepté il y a des années par commodité et que j'avais regretté depuis, je voulais que mon nom soit séparé, mes fonds déplacés. Patricia a traité chaque élément sans sourciller. Elle m'a demandé une fois si j'étais certaine, et je lui ai dit que oui. Et elle a hoché la tête comme de bons professionnels hochent la tête quand ils comprennent que leur travail est d'exécuter une décision, et non de l'évaluer. Puis elle a marqué une pause. Elle a légèrement tourné son écran vers moi. Il y avait une notification signalée sur l'écran, horodatée de ce matin-là. Quelqu'un avait tenté de se connecter à mon compte principal à 5h51. La connexion avait échoué à cause d'un nouveau protocole de sécurité qu'elle avait mis en place le trimestre précédent. Mais la personne qui avait essayé avait entré le bon mot de passe, l'ancien, celui que j'avais écrit sur un carnet dans le tiroir de mon bureau il y a 3 ans lorsque Michael m'avait demandé de l'écrire au cas où quelque chose m'arriverait et qu'il aurait besoin d'un accès rapide. J'avais cru que c'était l'amour qui demandait. Je comprenais maintenant que c'était autre chose. Bloquer tout, ai-je dit. Chaque compte. Changer tous les mots de passe et les questions de sécurité immédiatement avant que je ne parte. L'expression de Patricia n'a pas changé. Elle s'est retournée vers le clavier et ses doigts ont bougé avec une précision que je trouvais rassurante. Pendant les 40 minutes suivantes, nous avons parcouru chaque compte que je détenais dans cette institution. Chaque confirmation imprimée ressemblait moins à de la paperasse et plus à un périmètre tracé autour de ma vie. Quand nous avons eu terminé, je l'ai remercié et je me suis levé, mes genoux me rappelant mon âge comme ils avaient commencé à le faire il y a quelques années avec une insistance croissante. Le soleil du matin avait percé le gris à l'extérieur. Je me suis dirigé vers ma voiture et je me suis assise sur le siège du conducteur un instant avant de démarrer le moteur. J'avais passé 31 ans comme infirmière. J'avais pris des décisions sous pression, au milieu de la nuit, avec l'avis de quelqu'un qui dépendait de ma lecture correcte du dossier, de la détection d'une erreur de dosage ou de l'appel au médecin traitant avant qu'il ne soit trop tard. J'avais tenu des mains et annoncé des nouvelles et je suis resté calme quand le calme était la seule chose utile à offrir. Je savais comment agir sans attendre la permission. J'ai conduit jusqu'au cabinet de mon avocat. Son nom était Robert Callaway et c'était le genre d'avocat qui avait appris, en plus de 30 ans, que les gens assis en face de lui portaient presque toujours plus que ce que les documents ne laissaient entendre. Il s'est levé quand je suis entré, m'a serré la main et a demandé à son assistante de retenir ses appels. Je lui ai dit que je devais réviser entièrement mon testament. Il a écouté. Il n'a pas interrompu. Quand j'ai terminé, il m'a posé une question. Il a demandé si c'était quelque chose que j'avais considéré attentivement ou quelque chose que je décidais à la suite d'un événement émotionnel. Je lui ai dit que c'était les deux, et qu'après 67 ans j'avais appris que ces deux choses n'étaient pas mutuellement exclusives. Il a accepté cela. Nous avons commencé. J'avais 3 actifs principaux, la maison, qui était entièrement payée et avait considérablement pris de la valeur depuis que Charles et moi l'avions achetée en 1989. Les comptes de retraite, que j'avais constitués avec soin pendant des décennies de travail et que j'avais refusé de puiser prématurément malgré les pressions exercées pendant les années difficiles pour le faire. Et le portefeuille d'investissement, modeste mais stable, le genre de choses qui ne fait pas les gros titres mais empêche une personne de devenir un fardeau. J'ai retiré mon fils et ma belle-fille de tout cela. Tout irait dans une fiducie pour Emma, gérée par un fiduciaire indépendant de la famille jusqu'à ce qu'elle ait 25 ans. Robert l'a rédigé proprement et précisément. Chaque document qu'il a fait glisser sur le bureau, je l'ai signé avec la fermeté de quelqu'un qui a cessé d'attendre de se sentir prête. Puis Robert a dit quelque chose qui m'a arrêté. Il a regardé une note dans mon dossier, quelque chose qu'il avait signalé des mois auparavant et qu'il n'avait pas encore abordé avec moi. 6 semaines plus tôt, mon fils avait contacté son bureau pour se renseigner sur le processus de dépôt de documents de tutelle pour un parent âgé qui pourrait souffrir d'un déclin cognitif. La pièce n'a pas tourné. Je n'ai pas pleuré. Je me suis simplement assise là et j'ai laissé l'information trouver sa place à côté de tout ce que je savais déjà. Il ne m'en avait jamais parlé. Pas un mot. Aucune inquiétude soulevée à aucune table de dîner ou appel téléphonique. Il était allé voir mon avocat et avait demandé comment prendre le contrôle de ma vie, puis il était venu à Thanksgiving et m'avait tendu une tranche de tarte émiettée et m'avait dit de conduire prudemment. Terminons, ai-je dit. Robert a travaillé jusqu'à ce que chaque document soit complet, signé et classé. J'ai quitté son bureau à 12h30 et je suis rentré chez moi à travers le genre de trafic de Houston en milieu de journée qui exige suffisamment d'attention pour chasser d'autres pensées. Cela me convenait.
Je n'avais pas besoin de penser. J'avais besoin de déjeuner et de calme et de la compagnie particulière de mes propres murs. J'avais à peine raccroché mon manteau quand mon téléphone a commencé. Michael d'abord, un message disant simplement « Il y a un problème avec la carte ». Puis un appel auquel je n'ai pas répondu. Puis un autre message « Maman, la carte a été refusée au magasin de bricolage devant un client. Qu'est-ce qui se passe? Rappelle-moi. » Puis Brenda. 2 appels. Aucun message. Puis un message qui disait « Mon rendez-vous au spa a été interrompu à cause d'un problème de facturation. Veuillez vous en occuper aujourd'hui. » L'instruction à la fin de cette phrase « Veuillez vous en occuper aujourd'hui » comme si j'étais encore le service de comptabilité fournisseur de leur vie. J'ai fait un sandwich, à la dinde, parce que j'avais ramené des restes de mon propre réfrigérateur ce matin-là avant de quitter la maison. J'ai mangé à la table de la cuisine et j'ai regardé un cardinal sur la branche de magnolia devant la fenêtre. À 2 heures de l'après-midi, la voiture de Michael était dans mon allée. J'ai observé de derrière le rideau. Il est resté assis dans la voiture pendant plusieurs minutes, ce qui était inhabituel pour lui. Ce n'était pas un homme qui restait avec ses pensées s'il pouvait l'éviter. Puis Brenda est sortie du côté passager et a marché devant lui jusqu'à mon Porsche, ses mouvements tendus avec l'énergie particulière d'une femme qui a décidé que quelqu'un d'autre était responsable de son inconfort. Elle a frappé fort. Je suis resté là où j'étais. Michael l'a suivi sur les marches, son téléphone toujours à la main, le visage rougi d'une manière que je n'avais pas vue depuis qu'il était adolescent pris dans quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. « Maman, je sais que tu es à la maison. Ta voiture est dans l'allée. S'il te plaît, ouvre la porte. » Brenda lui a dit quelque chose à voix basse et il a frappé de nouveau. J'ai mis mon assiette à sandwich dans l'évier, plié soigneusement le torchon sur la poignée du four, et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Je l'ai ouverte. Ils m'ont tous deux regardé avec l'expression que les gens utilisent lorsqu'ils essaient de décider s'il faut commencer par la colère ou par l'appel. Michael s'est décidé pour quelque chose entre les deux. Les cartes de crédit ne fonctionnent plus, a-t-il dit. Toutes. L'hypothèque va être en retard. Tu dois appeler la banque et régler ce qui s'est passé. Je l'ai regardé un long moment. Puis j'ai dit, entrez si vous voulez parler. Brenda s'est avancée la première. Elle s'est tenue dans mon salon comme si elle menait une inspection, les bras croisés, un petit regard méprisant balayant les meubles que Charles et moi avions choisis ensemble, les photographies sur le mur. La courte pointe sur le dossier du canapé que ma mère avait confectionné et que j'aurais plutôt brûlé que de la laisser à quelqu'un qui la voyait comme un héritage. Michael a passé ses 2 mains dans ses cheveux. Maman, j'étais au milieu d'une réunion client. Comprends-tu l'impression que cela a donné? Je me suis assise dans ma chaise, la bonne, près de la fenêtre. Charles l'appelait toujours ma chaise de lecture, même si j'y étais surtout assise pour réfléchir. Je comprends exactement l'impression que cela a donné, ai-je dit. Brenda s'est détournée de son inspection. C'est inacceptable. Nous avons des obligations, des paiements mensuels, des rendez-vous prévus. Tu ne peux pas simplement nous retirer le tapis sous les pieds sans avertissement. J'ai pensé à la demande d'information pour la procuration qui se trouvait dans mon dossier. J'ai pensé à l'appel concernant la tutelle au cabinet de mon avocat. J'ai pensé à la tentative de connexion à 5h51 avec mon propre mot de passe. J'ai dit, quand l'un ou l'autre de vous comptait-il m'avertir? Ils se sont regardés. Le regard que les gens mariés échangent lorsqu'ils recalibrent leur stratégie. J'avais vu ce regard au chevet de suffisamment de lits pour savoir ce qu'il signifiait. Cela signifiait que l'approche qu'ils avaient répétée ne fonctionnait pas et qu'ils avaient besoin d'une nouvelle. Michael a essayé une voix plus douce. Maman, nous n'essayons pas de profiter de toi. Nous sommes de la famille. Tout ce que j'ai demandé, c'était parce que nous avions besoin d'aide. Vouloir aider n'est pas la même chose qu'être utilisé, ai-je dit. J'ai entendu ma propre voix, ferme, et j'en étais reconnaissante. Brenda a fait un son qui n'était pas tout à fait un rire. Le mot criminel a flotté dans l'air entre nous un instant. Avant que l'un d'eux ne puisse continuer, la porte d'entrée, que je n'avais pas entièrement fermée, s'est ouverte et Emma est entrée. Elle était encore dans son uniforme scolaire, son sac à dos sur une épaule, et elle avait clairement marché depuis le coin où le bus scolaire la déposait, plutôt que d'attendre que l'un d'eux vienne la chercher. La voix de Brenda s'est immédiatement durcie. Je t'ai dit d'attendre dans la voiture.
Emma a regardé sa mère avec cette fermeté lucide qu'elle pratiquait depuis l'âge d'environ 4 ans. Puis elle m'a regardé. « Grand-mère, a-t-elle dit, est-ce que je peux te parler une seconde ?» « Bien sûr, ai-je dit. » Elle est venue se tenir près de ma chaise et sa voix était basse, mais pas assez basse. Elle avait 12 ans et elle n'avait pas encore appris à calibrer ce qu'elle ne voulait pas que les gens entendent. « J'ai entendu papa au téléphone ce matin, a-t-elle dit. Avant l'école. Il parlait à quelqu'un de ta maison. Il a dit que si tu continuais à être difficile, il y avait des options légales pour protéger les intérêts de la famille. » Elle a marqué une pause. Il a dit que ta maison était le plus grand atout et qu'elle devait être sécurisée. La pièce n'a pas bougé. Tout le monde semblait arrêter de respirer exactement au même moment. J'ai regardé mon fils. Il avait pris la couleur de quelque chose de vidé. Brenda a dit sèchement, « Emma, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Tu sors les choses de leur contexte. » Emma a regardé sa mère avec la patience particulière d'une enfant qui a entendu cette phrase trop de fois pour la trouver convaincante. Elle m'a regardé de nouveau. « Je pensais juste que tu devais savoir, a-t-elle dit. » J'ai tendu la main et j'ai posé la mienne sur la sienne un instant. « Merci, ma chérie. » Ce qui a suivi fut bruyant et circulaire comme toutes les confrontations qui s'étaient accumulées pendant des années. Michael a insisté sur le fait que j'avais mal compris, que la demande d'information au cabinet de l'avocat était due à une inquiétude, et non à un calcul. Brenda a dit que je la rendais la méchante d'une histoire où elle n'avait toujours essayé que d'être accueillante. Michael a dit que l'argent était allé dans les deux sens, que j'avais donné librement, et qu'il n'avait pas tenu d'armes sur ma tempe. Je les ai laissés terminer. Puis j'ai dit, je sais exactement ce que j'ai donné et exactement pourquoi je l'ai donné. Et je sais ce que vous avez tenté de faire avec mes comptes ce matin avant que je n'arrive à la banque. Je suis au courant des documents de procuration. Je suis au courant de l'appel à mon avocat concernant la tutelle. Je savais depuis un certain temps que vous considériez ma vie comme quelque chose à gérer. Ce que je ne savais pas avant hier soir, c'est que je l'avais permis si longtemps. Michael a ouvert la bouche et puis n'a rien dit. J'ai dit, je ne finance plus votre vie. Les comptes sont changés. Les cartes sont fermées. Le testament a été révisé. Ce qui se passe ensuite dépend de vous. Brenda a dit quelque chose de sec et définitif et est sortie par la porte d'entrée. Ses pas sur les marches du porche étaient assez lourds pour être ressentis à travers les planches du plancher. Michael est resté dans mon salon un autre instant, son téléphone à la main, sans le regarder. Il portait la même expression qu'il avait eue à 9 ans lorsqu'il avait compris pour la première fois que j'étais déçu plutôt qu'en colère. Je n'avais pas vu cette expression depuis des années. J'avais oublié qu'elle vivait encore quelque part sous la performance de l'homme qu'il était devenu. Il est parti sans rien dire d'autre. Emma est restée. Elle s'est assise sur le canapé et n'a rien dit pendant un petit moment. Puis elle a dit, « Je suis désolée qu'il soit comme cela. » J'ai regardé ma petite fille, âgée de 12 ans et s'excusant déjà pour les adultes de sa famille, et j'ai senti quelque chose traverser mon être qui était tendre, triste et complètement certain. « Tu n'as rien à te faire pardonner, ai-je dit. Comprends-tu cela ?» Elle a regardé la courte pointe sur le canapé. « C'est juste que je sais que tu as toujours tout fait pour nous. » Elle s'est arrêtée. « Je le vois. Même s'il ne le voit pas. » J'ai dit, le voir est la chose la plus importante. Ne perds pas cela. Je l'ai raccompagnée 20 minutes plus tard parce que ses parents étaient partis sans elle. Elle m'a embrassé la joue à la porte puis est entrée et je suis resté assise dans la voiture sur le trottoir un instant avant de partir. Au bout de la rue, leur maison brillait, chaude et chère, dans l'obscurité de novembre, chaque fenêtre éclairée, toutes les lumières allumées, comme d'habitude. Je suis rentré chez moi dans une maison avec moins de lumière et plus de paix. Les jours qui ont suivi ont été calmes d'une manière que j'avais oublié possible. Aucun message ne demandant des numéros de compte. Aucun appel qui commençait par un bonjour désinvolte et se transformait en 3 minutes en un besoin financier spécifique. Mon téléphone est resté silencieux sur le comptoir et j'ai cuisiné pour moi-même et dormi toute la nuit et marché dans le quartier chaque matin à un rythme que je pouvais seul fixer. Le 5e matin, j'étais à la table de la cuisine avec mon café quand on a frappé à la porte. Doucement, hésitamment. Pas la frappe de Brenda. Pas la frappe de quelqu'un qui s'attend à ce qu'une porte s'ouvre simplement parce qu'il est arrivé. J'ai ouvert. Michael se tenait sur mon porche dans le genre de vêtements que les gens portent quand ils n'essaient d'impressionner personne. Un simple sweatshirt gris,
un jean, aucun téléphone visible. Ses cheveux n'étaient pas tout à fait peignés et il avait l'air d'avoir mal dormi pendant plusieurs nuits, ce que je soupçonnais être exact. Il a dit, « Maman, est-ce que je peux entrer ?» Et puis, avant que je ne puisse répondre, il a dit, « Je ne veux rien. J'ai juste besoin de te parler. » J'ai reculé. Il est entré et s'est assis sur le canapé, non pas au centre comme il s'asseyait habituellement comme pour revendiquer un territoire, mais sur le côté, les coudes sur les genoux, les mains jointes. Il a regardé le sol pendant un long moment. Puis il a dit, « J'ai réfléchi à cela toute la semaine et je reviens toujours à la même chose. J'avais peur. J'ai attendu, a-t-il dit. Pas de toi. Pas de perdre l'argent. Peur de ce que cela signifierait si je ne pouvais pas tout maintenir seul. La maison et le style de vie et les attentes de Brenda et l'école d'Emma et tout cela. Je n'arrêtais pas de me dire que j'empruntais du temps, que je le rembourserais, que je trouverais une solution. Mais je ne l'ai jamais fait. Je n'arrêtais pas de revenir vers toi parce que tu étais toujours là et je me disais que c'est ce que fait la famille. Elle s'est arrêtée. Le réfrigérateur bourdonnait depuis la cuisine. Quelque part dehors, une voiture est passée. Il a dit, cet appel à l'avocat, la procuration, je me suis dit que j'étais responsable, que je planifiais à l'avance au cas où quelque chose t'arriverait. Elle a marqué une pause. Mais quand je le dis à voix haute, j'entends ce que c'était réellement. Je me préparais à prendre le contrôle. Non pas pour te protéger, mais pour protéger mon accès à toi. J'ai dit, oui. Il a levé les yeux alors. Ses yeux étaient rouges autour des bords à la manière de quelqu'un qui a été honnête avec lui-même dans l'obscurité pour la première fois depuis très longtemps. Il a dit, je suis devenu quelqu'un qu'Emma ne doit pas connaître. C'est la partie à laquelle je n'arrête pas de penser. Qu'elle m'a entendu au téléphone et a reconnu ce que je faisais avant que je ne le reconnaisse moi-même. Quel genre de père cela fait-il de moi? Un père qui peut être sauvé, ai-je dit. Si tu choisis de l'être. Il a laissé échapper un long soupir et quelque chose dans ses épaules s'est relâché. Il ne m'a pas demandé d'annuler les changements financiers. Il n'a pas mentionné les comptes ou les cartes ou le testament. Il s'est assis sur mon canapé, les mains jointes, et il a dit qu'il était désolé et il l'a dit simplement, sans négociation attachée à la fin. Je lui ai dit que le désolé était un début, que la confiance se reconstruisait en jours et en mois et en années, et non en une seule conversation, que je l'aimais avec la même plénitude que je l'avais aimé depuis le matin de sa naissance. Mais que l'amour n'avait jamais été la même chose que la disponibilité sans limite. Il a hoché la tête. Il a accepté cela. Avant de partir, il a dit, Emma a demandé si elle pouvait t'appeler plus souvent, juste pour parler. J'ai souri. Elle peut m'appeler quand elle veut. Il a offert un petit sourire incertain en retour. Puis il s'est dirigé vers la porte et s'est arrêté, la main sur l'encadrement. Je sais que j'ai beaucoup de choses à résoudre, a-t-il dit. L'argent, Brenda, mon travail, tout cela. Mais je veux les résoudre moi-même cette fois. Cela, ai-je dit, est la première décision dont je suis fier de toi depuis longtemps. Il a hoché la tête une fois de plus et a descendu les marches et est monté dans sa voiture et est parti. Je suis resté à la porte et j'ai regardé jusqu'à ce que ses feux arrière disparaissent au coin de la rue. Puis j'ai fermé la porte, je suis allé à la cuisine, et j'ai mis la bouilloire en marche. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le lever du soleil, comme je le faisais les jours d'hôpital, le corps se souvenant de ses rythmes même après que la raison de ceux-ci ait disparu. Je suis resté allongé dans le noir un instant, faisant l'inventaire de moi-même, ce qui est une habitude des infirmières et des personnes qui ont traversé quelque chose. J'avais 67 ans. Je vivais seul dans une maison qui m'appartenait entièrement. J'avais une petite fille qui pensait à prendre de mes nouvelles, et un fils qui, pour la première fois en une décennie, commençait à comprendre la différence entre l'amour et l'influence. J'avais de l'argent qui m'appartenait, des comptes que personne d'autre ne pouvait toucher, et un testament qui disait ce que j'avais l'intention de dire. Je me suis levé et j'ai fait du café, et je me suis tenu à la fenêtre de la cuisine pendant qu'il infusait. Le magnolia était toujours là dans le jardin, dénudé maintenant dans le froid de fin novembre, mais solide, enraciné, indifférent à la saison. Charles l'avait planté au printemps de la naissance d'Emma, parce qu'il croyait en ce genre de cérémonie, en la marque de l'arrivée des gens par des êtres vivants. Il aurait aimé Emma. Il avait toujours été meilleur que moi pour savoir rapidement à qui faire confiance. Mon téléphone s'est illuminé sur le comptoir. Emma. Bonjour, grand-mère.
Je pensais juste à toi. Je l'ai pris et j'ai répondu, bonjour, ma chérie. Je pense à toi aussi. Elle a envoyé un petit soleil jaune. Simple, petit, et exactement juste. J'ai versé mon café et je l'ai apporté sur le porche. L'air était frais et sentait encore faiblement la pluie de la nuit dernière. Au bout de la rue, une voisine à qui je n'avais pas parlé depuis des mois promenait un chien que je ne reconnaissais pas, une petite chose brune avec des oreilles ridicules. Elle a fait un signe de la main. J'ai répondu par un signe de la main. J'avais passé de nombreuses années à croire que donner était la même chose qu'être aimé, que le sacrifice était le prix de l'appartenance, qu'une mère qui fixait des limites était une mère qui aimait moins. J'avais accepté des arrangements qui me diminuaient, parce que je me disais que l'amour en dessous d'eux était toujours réel. Et il l'était. L'amour était réel. Il l'avait toujours été. Ce n'était jamais la question. La question était de savoir si l'amour exigeait que je disparaisse. Debout là sur mon porche au petit matin, mon café refroidissant dans mes mains, j'ai enfin eu la réponse que j'avais cherchée pendant des années. Non. Il n'en avait jamais été ainsi. Je ne m'étais convaincu du contraire que parce que l'alternative, tenir bon, avait trop ressemblé à une sorte de dureté que je ne voulais pas devenir. Mais je comprenais maintenant que les limites ne sont pas des murs. Elles ne sont pas la fin de quelque chose. Elles sont la forme d'une vie qui a décidé qu'elle méritait d'exister selon ses propres termes. J'avais 67 ans, et j'étais en bonne santé, et j'avais de l'argent sur des comptes que personne d'autre ne pouvait toucher, et une petite fille qui m'envoyait des soleils du matin, et un fils qui, pour la première fois depuis longtemps, commençait à se tenir debout tout seul. J'avais une maison avec un magnolia dans le jardin, et une cuisine où je faisais mon propre café à l'heure que je voulais, et une chaise près de la fenêtre où personne ne pouvait me dire comment m'asseoir. Le matin se déroulait autour de moi, sans hâter entièrement à moi. Pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais honnêtement me souvenir, c'était assez. C'était plus qu'assez. C'était tout. Avant de rentrer, j'ai pensé à tous les matins que j'avais commencé en vérifiant mon téléphone pour voir ce que quelqu'un attendait de moi. À toutes les façons dont j'avais organisé mes journées autour des définitions d'urgence des autres. À toutes les années où je m'étais dit qu'être nécessaire était la même chose qu'être valorisé, et combien de temps il m'avait fallu pour comprendre que c'était deux choses entièrement différentes. Je ne voulais plus être nécessaire de la manière dont j'avais été nécessaire. Je voulais être aimé, vraiment, librement, sans conditions enfouies sous la demande. Mon fils apprenait ce que cela signifiait. Je le croyais. J'ai choisi de le croire, non pas par aveuglement, mais par l'espoir spécifique et lucide d'une femme qui a vu suffisamment de gens pour savoir que certains d'entre eux, lorsqu'ils comprennent enfin ce qu'ils ont fait, choisissent de devenir quelque chose de mieux. Emma le savait déjà. Elle l'avait toujours su. Certains enfants arrivent au monde avec cette compréhension déjà intacte, une sorte de clarté morale qui vous fait croire, même les jours les plus difficiles, que les gens qui nous suiviront bien. Je suis rentré. J'ai lavé ma tasse de café. J'ai ouvert la fenêtre de la cuisine comme j'aimais, juste assez pour laisser l'air du matin circuler. Je n'avais aucun plan particulier pour la journée, aucun virement à autoriser, aucune facture à couvrir qui n'était pas la mienne, aucun appel à anticiper de personne pour qui mon amour était devenu une ligne budgétaire. Je me suis assise à ma table de cuisine avec le calme autour de moi et le magnolia dans le jardin et toute la matinée sans hâte devant moi. Et j'ai respiré. Après 67 ans, j'avais enfin appris que la chose la plus importante qu'une personne puisse faire est d'arrêter de donner les morceaux d'elle-même qui la rendent entière. L'amour n'exige pas votre disparition. La dignité n'exige pas de se battre. La paix n'exige pas de permission. Elle exige seulement que vous décidiez, un matin calme, que votre vie vous appartient, et puis que vous la viviez comme si vous le pensiez.